Chers étudiants, bonjour. Dans cette séance, nous allons voir la méthode dite LCAO-OM. Ce qu'il faut savoir, c'est que LCAO-OM, c'est un acronyme qui veut dire combinaison linéaire des orbitales atomiques pour former des orbitales moléculaires. Donc, avec cette méthode, on se place dans le cadre de la mécanique quantique ou la chimie quantique, si vous voulez. Et alors, il y a une grande différence par rapport à ce que nous avons vu précédemment, que ce soit dans le cas du modèle du lien de valence ou de l'hybridation. Pour ces deux cas que nous avons vus, lien de valence, hybridation, l'électron est décrit par une onde qui est solution de l'équation de Schrödinger et qu'on a appelée orbitale atomique. Mais cette orbitale atomique, il est propre à un atome. Et pour faire le lien, deux atomes, chacun avec son orbitale atomique, son électron, et on procède à un recouvrement. Dans ce modèle-là, l'électron il est décrit par une orbitale moléculaire qui est délocalisée sur l'ensemble de la molécule. Donc les orbitales moléculaires, qui sont donc les ondes qui décrivent le comportement de l'électron, ils sont délocalisés, elles sont donc ces orbitales délocalisées sur l'ensemble des noyaux. Et alors là, permettez-moi de vous dire que dans le cas de l'atome d'hydrogène, nous avons vu qu'on a une charge positive et autour de laquelle, si vous voulez, il y a un électron. La molécule, comment on va la regarder? Si je prends l'exemple d'une molécule comme la molécule d'eau, j'ai le noyau de l'oxygène, j'ai le noyau de l'hydrogène, du premier hydrogène, l'autre noyau du deuxième hydrogène, et donc les électrons, ils seront décrits donc par des orbitales moléculaires qui sont délocalisées sur l'ensemble. Donc, d'un point de vue physique, on a le même système générique. Des charges positives autour desquelles, donc on a un champ décrit par ces charges positives qui ont une certaine répartition dans l'espace, et on a donc une densité électronique tout autour. Donc, puisqu'on a le même système physique, il va de soi qu'on va retrouver les mêmes lois que vous avez vues dans le cours d'atomistique, à savoir que ces orbitales moléculaires que nous allons dégager, c'est à l'instar des orbitales atomiques, ils ont des énergies différentes, ils ont des énergies qui sont quantifiées, et on va donc, comme on écrit dans le cas de l'atome, la configuration électronique, on va écrire donc une suite de ces orbitales moléculaires, ce que nous allons appeler les diagrammes moléculaires. Ensuite, l'électron, il est soumis au même principe que dans le cas d'un atome, le principe de stabilité, c'est-à-dire que ces orbitales moléculaires que nous allons trouver, ils seront donc remplis exactement comme les orbitales atomiques. Il faut commencer par les orbitales qui sont les plus profondes, c'est-à-dire qui ont l'énergie la plus basse,
Et une fois saturé, vous passez à l'orbitale moléculaire suivante. Le principe d'exclusion de Pauli, c'est-à-dire que dans une orbitale moléculaire, elle ne peut contenir au maximum que 2 électrons, et ces 2 électrons, ils doivent être pariés, c'est-à-dire de spin opposés. Le principe de Hund, ou la règle de Hund, c'est-à-dire dans le cas de situations dégénérées, il faut donc ôter l'état fondamental. Il est décrit par la configuration où nous avons le maximum de spin parallèles. Bon, maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que nous allons partir d'un jeu d'orbitales atomiques, donc n orbitales atomiques. On va former n combinaisons. Et ces n combinaisons, ça va correspondre aux n orbitales moléculaires. La seule différence, ce schéma, on l'a déjà vu dans le cas de l'hybridation. La seule différence entre l'hybridation, c'est que ici, les orbitales atomiques, ce sont les orbitales d'un même atome. Et on va former des orbitales atomiques du même atome que nous avons appelées des orbitales hybrides. Ici, non. Ici, on va prendre, par exemple, dans le cas de la molécule d'eau, on va prendre les orbitales atomiques de l'oxygène, les orbitales atomiques de valence de l'oxygène, qui sont au nombre de 4, plus l'unique orbital de l'hydrogène 1, plus l'orbital de l'hydrogène 2, ça va nous faire 6 orbitales atomiques. On va former 6 combinaisons pour avoir 6 orbitales moléculaires. Donc si on a un orbital atomique, on va donc avoir un orbital moléculaire. Maintenant, il y a une petite règle que je dois préciser, c'est que quand je prends 2 orbitales atomiques, alors pour faire des combinaisons, il faut veiller au respect de 2 choses. La première, pour que cette combinaison soit fructueuse et pour qu'on puisse obtenir une orbitale moléculaire, il faut tout d'abord que ces orbitales aient des énergies voisines. Donc, des énergies qui sont très proches l'une de l'autre. Chaque orbitale atomique doit avoir une énergie et ces 2 énergies doivent être voisines. Si les 2 orbitales ont des énergies qui sont très écartées, la combinaison linéaire sera donc non fructueuse, c'est-à-dire on ne va pas obtenir une orbitale moléculaire liante. La deuxième condition, c'est que les 2 orbitales atomiques, ils doivent avoir la même symétrie. Et quand je dis symétrie, il y a 2 cas. Si on a une symétrie qui est axiale, si les 2 orbitales atomiques ont la même symétrie et que cette symétrie est axiale, l'orbitale moléculaire qu'on va obtenir, on va l'appeler une orbitale moléculaire dite sigma. D'accord? Si cette symétrie est latérale, on va obtenir une orbitale moléculaire qui sera dite une orbitale moléculaire pi. Donc, je répète, vous avez 2 conditions à respecter. Lorsque vous prenez 2 orbitales atomiques, pour former une orbitale moléculaire, bien sûr, il faut veiller à ce que ces orbitales atomiques aient des énergies voisines et la même symétrie. Alors maintenant, je vais passer pour faire le calcul, bien sûr, dans le cas le plus simple, qui est le cas donc de 2 orbitales atomiques, de 2 atomes. Je vais prendre la molécule H2 pour faire simple. Hein, et on va voir comment sont les orbitales atomiques que nous allons obtenir
par combinaison linéaire, bien sûr, dans un cadre quantique. Alors, je vais considérer la molécule, par exemple, de H2. Donc, on a deux atomes d'hydrogène, un premier atome d'hydrogène, un second atome d'hydrogène, qui sont donc distants d'une certaine distance r. Et je vais faire donc deux combinaisons, puisque j'ai deux atomes, je vais donc faire deux combinaisons. Donc le premier atome, il va me donner l'orbital 1s, c'est la seule orbitale qu'il possède. Le second, lui aussi, il a une orbitale 1s. Donc j'ai deux orbitales atomiques, je vais faire deux combinaisons que je vais appeler psi 1 et psi 2. Donc si je note psi 1 comme étant C11 phi 1, cette orbitale 1s, je vais l'appeler phi 1 pour fixer les idées, ni plus ni moins, alors que les deux orbitales phi 1 phi 2, c'est la même chose physiquement, c'est l'orbitale 1s de l'atome d'hydrogène. Donc physiquement, c'est la même chose. Mais pour fixer les idées, on va les noter de cette manière. Donc C11 phi 1 plus C12 phi 2. Là, je vais prendre C21 phi 1 plus C22 phi 2. Donc voilà, j'ai formé deux combinaisons linéaires à partir de deux orbitales atomiques phi 1, phi 2. Il va de soi que phi 1 est l'orbital d'un atome et phi 2 l'orbital d'un autre atome, parce que là, on est dans le cadre de la liaison et on cherche, si vous voulez, la fonction d'onde qui correspond à cette liaison. Maintenant, si je prends par exemple psi 1, dans le cadre de la mécanique quantique, il faut qu'il respecte l'équation de Schrödinger dans le cas d'un état stationnaire, c'est-à-dire H psi 1 qui est égal à E psi 1. Et alors là, à partir de ce moment-là, vous voyez que si je multiplie à gauche par psi 1 étoile et que j'intègre sur tout l'espace, je vais avoir somme sur l'espace de psi 1 étoile H psi 1 d2v qui est égal à somme sur tout l'espace de E. E, c'est une constante, ça c'est l'énergie. Cette équation, vous l'avez vue dans le cas de l'atome d'hydrogène. Si je remplace psi 1 par phi 1 ou par phi 2, le E qui est là, c'est un réel, c'est une énergie, c'est une grandeur physique. Donc, psi 1 étoile psi 1 d2v. Alors, puisque c'est un réel, je peux le sortir du signe de l'intégration, donc sur tout l'espace, de psi 1 étoile psi 1 d2v. Maintenant, comme vous le voyez, si je remplace psi 1 par son expression qui est là, je vais avoir somme sur tout l'espace de les coefficients C11, C12, ce sont des réels. Donc, quand je calcule le conjugué de la fonction psi 1, ça va me donner C11 phi 1 étoile plus C12 phi 2 étoile H, qui est l'opérateur hamiltonien. Psi 1, c'est C11 phi 1 plus C12 phi 2. Tout ça, d2v, il est égal à E, somme. Là, c'est la même chose. Si je remplace, ça va me donner C11 phi 1 étoile plus C12 phi 2 étoile. C11 phi 1 plus C12 phi 2 d2v. Alors, à partir de ce moment-là, vous voyez, puisque l'opérateur hamiltonien est un opérateur qui est linéaire, donc cette partie qui est là, ça va me donner H C11 phi 1 plus H C12 phi 2.
Et donc, H, C11 phi 1, c'est C11 H phi 1. Donc, cette partie qui est là, puisque l'opérateur est linéaire, ça serait donc C11 H phi 1 plus C12 H phi 2. Et donc là, vous voyez que je vais, dans cette partie ici, je vais avoir 4 intégrales. La même chose ici. Là aussi, je vais avoir 4 intégrales. Je vais avoir ça multiplié par ça, D2V, plus C11 phi 1 étoile multiplié par C12 phi 2 étoile D2V, plus C12 phi 2 étoile multiplié par C11 phi 1 D2V, plus C12 multiplié par C12 phi 2 étoile phi 2 D2V. Donc là aussi, je vais avoir 4 intégrales. Alors, pour la première partie, la partie de gauche, celle-là, je vais avoir ceci. C11 au carré, somme de phi 1 étoile, H, phi 1 D2V, plus C11, C12, somme de phi 1 étoile, H, phi 2, D2V, plus le troisième terme, c'est C12, que je vais sortir de C11, somme de phi 2 étoile, H, phi 1, D2V, plus C12 au carré, somme de phi 2 étoile, H, phi 2, D2V. Ça, c'est les 4 intégrales qui vont donc se dégager de ce premier membre qui est là. Alors, tout ça, il est égal à quoi? Eh bien, il est égal à E, que je vais mettre en facteur commun, E, facteur 2. Et là aussi, je vais avoir 4 intégrales qui sont donc C11 au carré, somme de phi 1 étoile, phi 1 D2V, plus C11, C12, somme de phi 1 étoile, phi 2, D2V, plus C12, C11, somme de phi 2 étoile, phi 1, D2V, plus C12 au carré, somme de phi 2 étoile, phi 2, D2V. OK? Donc là, vous voyez, nous avons une égalité où, dans chaque membre, on a 4 intégrales qui sont identiques. Les deux intégrales, ce type d'intégrale, il est différent de ce type d'intégrale, mais dans cette partie, on a 4 intégrales qui sont identiques. Et là, on a 4 types d'intégrales qui sont identiques. Maintenant, si on regarde un peu ces intégrales, pour comprendre ce que ça représente un peu, on va voir que ce premier type d'intégrale, en fait, ici, celle-là, que je vais donc souligner, ces intégrales-là, ils représentent en fait des grandeurs physiques qui sont des énergies. Ces intégrales-là, ces quantités physiques, ce sont des énergies. Alors, pour vous convaincre, si vous voulez, avant de faire la démonstration, si vous voulez, en S5, quand vous écrivez dans le cas de l'atome d'hydrogène, vous avez écrit que H psi, par exemple, est égal à E psi, dans le cas de la fonction d'onde qui correspond à l'électron dans son état fondamental. Si vous multipliez à gauche par psi étoile et que vous intégrez sur tout l'espace, eh bien vous allez avoir
d de v sur tout l'espace, qui est égal à somme sur tout l'espace de psi étoile E, psi d de v. Et étant donné que E, c'est un réel, vous pouvez donc le faire sortir du signe de l'intégration, et ça va vous donner ça. Mais comme la fonction d'onde, votre fonction d'onde, il est normé, cette intégrale, il représente sa normalisation. Donc ça veut dire qu'il a une valeur qui est égale à 1. Alors si je prends ça égal à 1, il vous reste E, qui est l'énergie de l'électron. Donc là, vous voyez que chaque fois qu'on a une intégrale, psi I, H, psi J, D de V, ça représente une grandeur physique qui n'est autre que l'énergie. Donc c'est une énergie. Alors ici, on a 4 termes qui correspondent à des énergies. Donc si je prends le premier terme, qui est donc somme phi 1 étoile H phi 1 D de V, eh bien cette grandeur-là, elle représente une énergie qui est très voisine de l'énergie de l'électron dans l'atome d'hydrogène, parce que ici, nous avons dit que phi 1, ça correspond à la fonction d'onde de l'électron lorsqu'il est tout seul dans l'atome d'hydrogène. Donc ça, c'est quelque chose qui est très proche de moins 13,6, si vous voulez, électron-volts. Hein? Eh bien, il est identique, c'est la même chose que somme, parce que ces deux quantités, c'est la même chose. Là aussi, il s'agit de la fonction d'onde 1s de l'électron dans l'atome d'hydrogène. Donc ces deux quantités-là, ils sont égales. Je vais les noter alpha. Hein? C'est une quantité qui est proche de moins 13,6. Donc je vais noter cette quantité-là alpha. Et je vais noter cette quantité-là alpha. Si vous voulez, l'électron donc dans cette molécule-là, il décrit son orbite. Lorsqu'on parle de dans ces deux zones-là, l'électron, c'est comme s'il appartient à l'atome d'hydrogène 1 uniquement. Et là, c'est comme s'il appartient à l'atome d'hydrogène uniquement. Il reste cette partie-là où l'électron, par exemple ici, qui est soumis à l'attraction des deux noyaux. Eh bien, l'intégrale de phi 1 étoile H phi 2 D de V, il représente justement cette énergie lorsque l'électron est entre le noyau 1 et le noyau 2. Et cette quantité-là, c'est la même que quand vous écrivez phi 2 étoile H phi 1 D de V. C'est la même valeur, c'est la même énergie, parce que dire que l'électron, il est entre le noyau 1 et 2, ou dire que l'électron, il est entre le noyau 2 et 1, c'est la même chose. Donc ces deux intégrales, ils sont égales, et je vais noter là, cette quantité-là, bêta. Donc ici, je vais avoir bêta, et là, je vais avoir bêta. Donc j'ai deux termes alpha et deux termes bêta. Donc on va s'arrêter pour cette séance, et on va se retrouver à la prochaine.